Ici Satou. Quand j'étais enfant, ma famille et mes amis organisaient des fêtes pour mon anniversaire. Mais maintenant que je travaille, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de célébration autour des anniversaires. On se contente d'inviter quelqu'un à déjeuner ou à boire un verre. Et maintenant, où allons-nous nous amuser aujourd'hui? Dans le salon de notre résidence royale, nous avons consulté une carte indiquant les lieux à visiter. J'avais collé des post-it aux endroits demandés par mes compagnons afin que nous puissions planifier en fonction de ceci. Tadea! Arisa a fait irruption dans la pièce et a pris une pose étrange, agrémentée d'une petite mélodie festive. Elle portait une robe printanière façon elfe. Peut-être l'avait-elle fait faire au village des elfes quand nous y étions allés avec les sœurs de Nana. Les collants à ses pieds étaient si serrés qu'on aurait presque dit. Attends, ce sont de vrais bas? Exactamundo. D'où sortent-elles ces phrases? Préparez-vous à être envoûté par les jambes fines de la belle Arisa. Plongeant sur le canapé en face de moi, Arisa tendit vers moi sa jambe, chaussée de bas, avec ce qui devait être une lueur suggestive dans le regard. C'était bien beau, sauf que comme elle avait l'apparence d'une petite fille, ce n'était pas tant sexy qu'adorable, avec le charme d'une enfant essayant de se faire passer pour une adulte. Je vais voir, alors. Avec sa permission, je pinçai légèrement les bas, testant le toucher du tissu, etc. Ils étaient vraiment très bien faits. La matière de haute qualité était à peu près aussi fine que des collants 25 deniers. Tiens, attends, c'est trop osé. Ah, vilain garçon, toi. Arisa commença à faire l'idiot, probablement pour cacher sa gêne, alors je lâchai sa jambe. On dirait pas du nylon, mais ça y ressemble et ça y ressemble. Et hhhhh. Je me souvenais qu'il y avait un moyen de filer des toiles d'araignée, non? Alors j'ai apporté des toiles récupérées dans les labyrinthes et j'ai fait faire des échantillons. Quand nous sommes allés dans la forêt de Bolénan pour l'entraînement des sœurs de Nana, Arisa était allée plusieurs fois à l'atelier de couture. Elle devait faire confectionner ses bas. Ça implique de la magie de l'eau et de l'alchimie, mais les araignées qui fabriquent le fil se trouvent dans cette zone impopulaire de la zone 4, remplie d'insectes venimeux. Je pense qu'elles pourront s'approvisionner même sans notre aide. J'ai interrogé Arisa sur l'espèce de monstre araignée, j'ai fouillé la carte et j'ai découvert qu'ils vivaient dans une zone assez étendue. Leur niveau variait de 5 à 13, ce qui en faisait une cible de chasse facile pour tout explorateur de niveau intermédiaire correctement protégé contre le poison. Ça me semble bien. Mais maintenant, j'ai une requête pour vous, maître. Pouvez-vous personnaliser l'alchimie elfique et la magie de l'eau nécessaires à leur fabrication afin que les humains puissent les utiliser? Oui, bien sûr. Je pourrais faire un peu plus d'efforts si cela signifiait qu'un jour, les dames de la ville exhiberaient leurs magnifiques jambes en bas. Satou, Tada, monsieur, tralala, Mia, Pochi et Tama entrèrent en bas blanc. Apparemment, Arisa n'était pas la seule à essayer les nouveaux bas. C'est assez inhabituel de porter des bas. Lisa était très séduisante dans ses bas écarlates. En les regardant de plus près, je remarquai un motif rose brodé au fil rouge foncé. Ma peau est toujours la même, je le déclare. J'ai l'impression que mes jambes sont plus fines et plus lisses que d'habitude. Nana portait des collants couleur chair, tandis que Lulu portait des bas noirs comme Arisa. Vous êtes toutes très mignonnes. Le reste du groupe avait l'air à la fois content et timide, mais seule Nana pencha la tête, perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas, Nana? Maître, la base de mes bas est bizarre, je vous le signale. Nana releva nonchalamment sa jupe et désigna du doigt l'endroit où se trouvaient ses sous-vêtements sous les bas. Nana, arrête, cria Lulu. Couvre-toi, tu ne peux pas t'exposer. Mais je montre mes bas, pas mes sous-vêtements, je proteste. Peu importe si tu vois à travers les bas. Satou, tu vas regarder combien de temps, hein? Mia et Arisa, le duo de fer, s'accrochèrent à mon visage pour que je ne voie pas Nana. Je ne regardais pas particulièrement ses sous-vêtements, mais plutôt que de trouver une excuse évasive, j'attendis que la situation se résolve. Alors, tu comprends l'attrait des bas maintenant? Compris, bien, parce que ça ne fait que commencer. Installez-vous pour un cours sur la façon de porter ses bas au maximum. Arisa commença à enseigner à tout le monde les meilleures poses pour mettre en valeur ses bas. Je les ai regardés s'affairer tandis que je choisissais un itinéraire pour la visite de la capitale royale de la journée. Beautiful, levant les yeux vers la statue d'un éléphant géant dans la cour, les yeux de Tama pétillèrent tandis qu'elle s'exclamait de joie. Nous étions chez le sculpteur rencontré au musée. Un serviteur nous conduisit dans un étroit sentier ombragé par de hautes haies. Très bien, excellent, monsieur. Cette fois, il s'agissait d'une statue de Sermal. Chacune semblait prête à s'animer à tout moment. On aurait dit que Pochi imitait Tama, mais le frémissement furieux de sa queue témoignait de son excitation. La surface est tellement étrange. Je doute que cela ait pu être réalisé avec un ciseau seul, peut-être y avait-il de la magie de la terre impliquée? Oui, probablement. Bien qu'en pierre, beaucoup de statues présentaient des lignes lisses, comme sculptées dans l'argile. Il était probablement possible d'y parvenir en théorie avec un polissage normal,
mais il semblait plus réaliste de supposer qu'elles utilisaient de la magie de la terre ou un outil magique similaire. Vent. À l'endroit où Mia murmura ce mot, nous ressentions une sensation semblable à celle d'un léger voile d'air, suivi d'un bruit de pierre ciselée. Maître, je signale que beaucoup de gens luttent contre la pierre. Ce doivent être des sculpteurs. Un peu plus loin sur le chemin, nous pouvions voir des sculpteurs sculptés. Rythmé, c'est sûr, Mia. Tandis que j'écoutais mon groupe discuter, le guide interpella le maître de l'atelier, qui capta mon regard. Ah, bien, vous avez réussi. L'homme en tablier retira le casque qu'il portait en guise de lunettes et nous sourit. Après quelques minutes de discussion, il nous invita à essayer de sculpter nous-mêmes des restes de bois, une offre que nous acceptâmes avec joie. Maître, je signale que j'ai trouvé une statue hérétique. Nana désigna du doigt une statue mal taillée, posée près du tas de bois. Oh oui, c'était une tentative ratée d'un jeune issu d'une grande famille noble, nous expliqua un artisan amical en se débarrassant du sable et du gravier. Tu peux aussi t'en servir, si tu veux. Quelle étrange forme. Qu'essayait-il de fabriquer, je me demande? Il prétendait que c'était une statue maléfique, destinée à un rituel. Une statue maléfique? Nous sommes exclamés Arisa et moi à l'unisson, en nous tournant pour fixer l'artisan qui avait prononcé cette phrase inquiétante. Ne t'inquiète pas, c'est une histoire totalement infondée. Le garçon a dit que c'était pour un rituel du vent de la liberté, mais ces gens-là ne sont qu'une bande de fainéants qui s'intéressent à tout ce qui est étrange ou suspect. Un artisan poli est intervenu pour confirmer la déclaration de l'autre. À bien y penser, le maître de la guilde des explorateurs m'a également dit que le vent de la liberté n'était qu'un groupe informel. Mais le nom ressemblait tellement à celui des groupes de vénération du seigneur démon comme les ailes de la liberté et la lumière de la liberté que cela m'a immédiatement mis en alerte. Ce jeune homme est si sensible qu'il s'évanouirait si on découpait un poisson devant lui. Oui, même si un insecte se pose sur son œuvre, il souffle dessus frénétiquement jusqu'à ce qu'il s'envole. Ils m'ont expliqué qu'il était un client ou un mécène très populaire, car il achetait au prix fort toute œuvre d'art ou statue étrange. Alors, je vous assure, pas d'inquiétude. Les artisans ont conclu leur explication sur la statue maléfique, et après une rapide introduction aux bases, nous sommes passés à la sculpture. C'est très réaliste. Depuis combien d'années sculptez-vous, hein? Oh, c'est ma première fois. Comme j'avais acquis la compétence sculpture, immédiatement, j'ai utilisé mon énorme réserve de points de compétence pour la faire progresser. Ah, eh bien, c'est impressionnant. Il semblait penser que je plaisantais. Mais ça pourrait être un peu trop réaliste. Tu devrais essayer de te donner un peu de liberté créative, comme ces jeunes femmes. Je suis sûre que tu pourrais créer quelque chose d'encore plus spectaculaire. Le monsieur désigna les sculptures de Pochi et de Nana, qui représentaient respectivement un bâtonnet de viande de style manga et un poussin cubiste. Lulu travaillait sur un buste. Elle avait demandé à Lisa de tailler la pierre avec une épée magique et ciselait maintenant intensément la clavicule. Arisa, pendant ce temps. Arisa, si tu fais quelque chose d'obscène, je te le confisque. Maître, idiot, tu crois vraiment que ta petite Arisa ferait une chose pareille? Me souvenant de l'incident du cours de céramique, j'ai lancé un avertissement à Arisa avec le sort de magie spatiale téléphone, ce qui l'a visiblement secouée et l'a fait s'excuser à voix haute. Elle frappait le ciseau avec son marteau au même moment et l'a accidentellement frappé trop fort dans le cou de la petite statue de pierre, lui faisant tomber la tête. Je suppose qu'elle utilisait la magie spatiale pour masquer son manque de force physique. Waouh, tu as une sacrée force, ma petite. Un peu plus doucement, hein? Eh, j'ai fait une erreur. Arisa ricana d'un air penaud en regardant le sculpteur à proximité, puis se lança dans la création d'une nouvelle statue miniature. Espérons qu'elle fasse quelque chose de normal cette fois. C'est un peu brut, mais dans le bon sens. Merci, je suis honoré. Le sculpteur, gentleman, vantait la statue de serpent géant de Lisa. Elle me rappelait le premier monstre que les filles bêtes avaient vaincu toutes seules, même si ce n'était peut-être que mon imagination. Oh, finalement, en s'approchant de l'endroit où Tama travaillait, le gentleman laissa échapper un soupir d'admiration. Incroyable, la sensibilité et le talent de cet enfant sont dignes d'un génie naturel. Il y avait assurément quelque chose dans la statue de fan de Tama qui parlait à l'âme. Ça a l'air délicieux, monsieur. Oui, ça ouvre vraiment l'appétit. Je suis d'accord, j'adorerais cuisiner ça. Waouh, il ne plaisante pas. Pochi, Lisa et Lulu avaient raison. Pour une raison inconnue, la statue de fan de Tama avait un étrange effet éveillant l'appétit. Sœur Pendragon, le don de cette petite doit absolument être cultivé. Si vous le souhaitez, et si elle-même est intéressée, veuillez la ramener pour qu'elle approfondisse ses études quand vous le souhaitez. Le monsieur semblait séduit par le talent de Tama. Qu'en penses-tu, Tama? Tu veux t'entraîner à la sculpture? Oui, Tama acquiesça. Elle s'entraînait déjà à la peinture et au ninja, mais je pense qu'il vaut mieux laisser les enfants explorer tout ce qui les intéresse quand ils sont jeunes.
Nous avons apprécié notre pratique de la sculpture jusqu'à l'après-midi, où Lulu et moi avons offert au monsieur et aux autres sculpteurs un copieux repas. Waouh, quelle boutique exotique! Après avoir quitté l'atelier du sculpteur, nous avons visité une entreprise près du quartier artisanal, la branche royale de la compagnie Sabé, dirigée par le marchand Wiself, monsieur Omimudori, où j'avais pris des dispositions pour acheter des parchemins. Outre Arisa et Mia, j'ai envoyé le reste du groupe dans une autre boutique de Coin Street, les marchands de la route du sucre que les sœurs de Nana avaient abusé, faisant leurs courses sous prétexte de protéger Lulu. Lisa voulait rester avec moi comme garde du corps, mais j'ai refusé. À vrai dire, si j'envoyais le reste du groupe, c'était surtout pour le bien de Lisa. Elle semblait mal à l'aise avec les Wiz LF, sa ville natale ayant été détruite par eux. Assez effrayant. Mia frissonna et se serra contre elle. Oui, il y a beaucoup de sculptures et de décorations de style oriental, et des couleurs très inhabituelles. J'ai caressé la tête de Mia et les ai conduites à l'intérieur. Bonjour, les jeunes, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Un vendeur humain a couru vers nous. Il s'adressait à nous comme à des roturiers, peut-être parce que nous n'étions pas venus en calèche. Monsieur Omimudori est-il ici aujourd'hui? J'ai pris des dispositions pour acheter des parchemins. Je lui montrai mon insigne de noblesse en lui expliquant mon affaire. Oh là là, je suis vraiment désolé. Veuillez vous asseoir ici, sire chevalier. J'appelle notre président immédiatement. Surpris par mon badge, le vendeur adopta rapidement une attitude plus formelle et nous conduisit à la réception. Puis il se dépêcha d'aller chercher monsieur Omimudori, nous laissant aux soins d'une employée humaine. La majorité des employés de cette entreprise étaient des êtres humains comme monsieur Omimudori, mais il semblait qu'ils employaient principalement des humains pour le service client. Nous sirotâmes le jus d'agrumes sucré que l'employé nous apporta en attendant, et bientôt on frappa poliment à la porte. Lorsque je répondis, le propriétaire de l'entreprise, monsieur Omimudori en personne, entra avec un employé. Bienvenue, sœur Pendragon. M. Omimudori s'assit poliment, et l'employé sortit plusieurs parchemins d'une élégante boîte et les déposa sur la table. Ils semblaient tous faits de labyrinthes. Ceux-là ont l'air plutôt inquiétants. Comme l'observa Arisa, 2 des parchemins semblaient plutôt dangereux. Il s'agissait de magie fantôme, invocation de morts-vivants inférieurs, permettant d'invoquer des serviteurs squelettes ou zombies, et d'invocation de fantômes inférieurs, permettant d'invoquer de faibles monstres morts-vivants incorporels. Aucun de ces parchemins n'était légalement disponible à l'achat ou à la vente dans le royaume de Shiga. Je comprenais maintenant pourquoi monsieur Omimudori avait demandé que nous concluions cette affaire séparément et en personne lorsque je lui avais acheté pluie de fleurs de cerisier et d'autres parchemins similaires par l'intermédiaire de la guilde des explorateurs de la cité labyrinthe. Pourtant, j'hésitais un peu à les acheter. Les parchemins de magie fantôme n'étaient peut-être pas strictement interdits à posséder, mais ils étaient certainement suspects. Les autres parchemins comprenaient le sort de magie de la terre, culture, un sort composite, création de maison, le sort de magie d'invocation, invocation de chauve-souris, du labyrinthe envahi par la végétation, le sort de magie pratique, engrenage roulant, du labyrinthe des illusions, et fabrication d'os du labyrinthe des suceurs de sang. Ce dernier était d'apparence assez banale, mais il s'agissait en réalité de magie fantôme, comme les 2 premiers. Les boucles d'oreilles en os sculptés que j'avais offertes à Zena à Labyrinth City étaient en réalité des cornes de licorne modifiées grâce au sort de fabrication des os. Je voulais absolument celui-ci, car il semblait utile à bien des égards. Même si cela pouvait me faire paraître un peu méfiant. Une fois que le préposé eut fini de m'expliquer les parchemins, les négociations commencèrent sérieusement. Ils sont assez intrigants. Puis-je vous demander combien vous espériez en recevoir? Je vous laisse le soin de fixer le prix, sœur Pendragon. Vous êtes un collectionneur de parchemins de premier ordre, après tout. Lorsque j'ai essayé de lui faire donner un prix, il m'a refilé la proposition. Normalement, les parchemins de magie mineure coûtaient environ 1 pièce d'or pièce et les parchemins de magie intermédiaire environ 3. Mais lorsque je lui ai acheté des parchemins comme la pluie de fleurs de cerisier, il les a fixés à un prix supérieur à mon estimation, alors je devrais probablement lui en proposer autant. Que dirais-tu de 180 pièces d'or pour les 7? Satou. Mia fit un X du doigt et désigna d'un signe de tête les 2 autres parchemins sinistres. Maître, Mia a raison. Il vaut mieux ne pas acheter de parchemins qui pourraient attiser des rumeurs indécentes parmi les autres nobles. Bien vu. Des soldats squelettes avaient récemment été utilisés lors de l'attaque du duché de Vistal, à laquelle j'ai été mêlé. Si la nouvelle se répandait que j'avais acheté un parchemin capable d'invoquer des squelettes, cela pourrait causer de sérieux problèmes. Laissons ces 2-là de côté, que dirais-tu de 120 pièces d'or pour les 5 autres? Je ne contesterai certainement jamais votre bon sens, sire chevalier. J'accepte votre offre. La négociation fut ainsi close. Sire chevalier, notre entreprise vend également d'autres marchandises inhabituelles de l'Empire des Fouines.
Souhaitez-vous les voir également? Puisque nous étions déjà là, j'ai décidé d'accepter son offre, après m'être assuré qu'Arisa et Mia étaient d'accord, bien sûr. Monsieur Omimudori nous a conduits à un entrepôt à l'arrière. Ah, excusez-moi, pas du tout. En chemin, j'ai failli percuter quelqu'un qui quittait la pièce. C'était un individu à l'air suspect, les yeux cernés. Attendez, quoi? Jetant un coup d'œil distrait à l'écran de réalité augmentée, j'ai vu qu'il était membre du groupe Lumière de la Liberté. Attendez, non, j'ai mal lu. Il appartenait au groupe occulte informel Vent de la Liberté, et non à la secte Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur Démon. Il y a un problème? Non, il avait juste l'air de quelqu'un que je connais. J'ai posé des questions nonchalantes sur cet homme en marchant et j'ai appris qu'il était le fils d'un noble supérieur et qu'il venait souvent acheter certains objets. Il aimait les actions clandestines et prenait apparemment plaisir à entrer et sortir par l'entrée de service. Cette étagère contient des objets artisanaux de l'île de Dejima, et là-bas, nous avons aussi des objets rapportés du labyrinthe des illusions de l'île de Dejima. Monsieur Omimudori m'a expliqué les différents produits de l'entrepôt. La première étagère était remplie de vases de style similaire à la poterie Jomon et d'autres objets étranges. Je ne savais pas distinguer le bon du mauvais dans ce genre d'objets, mais ils avaient tous un côté exotique qui rendait la simple exploration amusante. En revanche, les objets du labyrinthe étaient principalement des engrenages et des boulons, qui paraissaient de pacotille en comparaison. Monsieur, regardant les étagères d'un air vitreux, Mia émit un petit cri de mécontentement. Je suivis son regard jusqu'à ce qui ressemblait à un morceau de charbon, et bientôt des informations apparurent sur mon écran de réalité augmentée. Waouh, murmurai-je malgré moi. C'est un talisman utilisé par les sorciers mineurs, connu sous le nom de pierre de malédiction. M'entendant, Monsieur Omimudori me donna une explication similaire à celle que j'avais vue. Un sorcier, expliqua-t-il, était un utilisateur de magie fantôme spécialisé dans les malédictions. On en trouvait principalement dans l'Empire des Sagas et la partie occidentale du continent. Un talisman? Oui, même si les talismans de bas niveau comme cette pierre maudite ne peuvent pas faire grand-chose de plus que de donner des démangeaisons nasales à la victime. Rien d'inquiétant, nous assura-t-il avec un sourire. L'effet était toutefois un peu dérangeant avec ses dents carnivores. Il expliqua ensuite que cette pierre maudite était produite dans le labyrinthe des suceurs de sang, dans l'Empire des Sagas, et que de tels objets étaient fréquemment vendus aux membres du Vent de la Liberté, comme celui que nous avions rencontré auparavant. En tout cas, elle semblait plutôt inoffensive. Il n'y avait probablement pas lieu de s'en inquiéter. À part cela, peu d'objets attiraient particulièrement notre attention. Comme Arisa et Mia semblaient s'ennuyer, je pensais justement à nous quitter lorsque Monsieur Omimudori sembla saisir l'ambiance et nous proposa de nous montrer ses plus beaux trésors. Ce sont des golems? La réserve où Monsieur Omimudori nous conduisit contenait des rangées de golems. Hormis une tête carrée qui leur dépassait des épaules, ils ressemblaient à des golems de 3 mètres de haut. Oui, tout à fait. Cependant, ce ne sont pas des golems ordinaires. Sur l'ordre de Monsieur Omimudori, un homme belette en tenue de travail monta sur une plateforme à côté de l'un des golems et sauta dans sa tête. Les mains de l'homme belette se déplacèrent à l'intérieur du golem, et celui-ci se déplaça en conséquence. Contrôle-t-il le golem de là? Oui, c'est exact. Monsieur Omimudori sourit et fit un signe de tête à Arisa. À bien y penser, le Premier ministre m'a bien dit que les hommes belettes avaient étendu leur empire à l'Est grâce à des armées de golems habités et à des vices capables de contrôler les monstres par la force. Ce golem ne semblait porter ni armure ni arme, il était donc probablement adapté des modèles de combat pour le levage de charges lourdes. Voulez-vous l'essayer, sire chevalier? Oui, s'il vous plaît. Moi aussi, je veux essayer. Monsieur? Mia ne semblait pas intéressée, mais Arisa et moi avons gravi les marches jusqu'à la plateforme près du cockpit du golem. Une employée a emmené Mia voir des rouleaux d'images de l'île de Dejima. On dirait le genre de robot qu'utiliserait un futur garçon nommé Conan. C'est vrai, j'ai acquiescé d'un signe de tête en signe d'approbation, en référence à un vieil anime célèbre d'Arisa. Il y a tellement de leviers, on dirait une grue ou une autre machine industrielle. 2 leviers au pied, 2 à gauche et 2 à droite, et 2 pédales. Peut-être pour l'extension et la sortie des jambes? Si, plus ou moins, comme ça. Plus petit que très bien, plus grand que mon enfant. Arrivé sur la plateforme, l'homme fouine a loué l'intelligence d'Arisa d'un ton guindé. Très bien, était à lui seul dans la langue de l'Empire Saga. Il devait parler mieux la langue Sagan que Shigan. Il s'est présenté comme mécanicien et nous a donné un tutoriel simple. Les pédales faisaient avancer le golem lorsqu'on le poussait, reculer lorsqu'on le tirait et s'arrêter lorsqu'on le relâchait. En marchant, les leviers correspondant aux jambes ne répondaient plus pour des raisons de sécurité. J'ai décidé de passer en premier pour m'assurer qu'il était en sécurité. Oh, super, le temps de réponse était un peu lent, mais je me suis facilement habitué aux commandes simples. J'ai essayé de transporter des caisses en bois et d'autres mouvements simples.
Maître, maître. Arisa semblait m'appeler. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée. Bon sang, tu vas encore faire l'idiot tout seul? Désolé. En consultant l'horloge de mon menu, je me suis rendu compte que je faisais l'idiot depuis bien plus de 10 minutes. Je suppose que je me suis laissé emporter par le plaisir de piloter un robot. Il y avait aussi des golems pilotables dans le village des elfes, mais ils se déplaçaient sur ordre verbal, ce qui était moins amusant que de contrôler ce genre de robot de ses propres mains. J'ai ramené le golem sur la plateforme et échangé ma place avec Arisa, puis je l'ai regardé s'installer dans le cockpit, profitant de la douce brise au sommet. Plus grand que compétence acquise, langage Weaselfolk, de toute évidence, j'avais appris une nouvelle compétence rien qu'en entendant une voix provenant de l'entrée ouverte de l'entrepôt. J'ai investi quelques points de compétence et l'ai activé, juste pour le plaisir. Plus petit que, attaque, vol. Ainsi décrète le frère de Sa Majesté l'Empereur, plus grand que, entendant des phrases plutôt suspectes, je me suis concentré sur ma compétence, oui aiguë. L'interlocuteur était un mage belette en robe. D'après mon affichage en rat, il était de niveau 31 et pouvait utiliser 3 types de magie. Magie d'invocation, magie pratique et magie noire. Il semblait parler à Monsieur Omimudori, le marchand même qui nous avait amenés ici. Plus petit que et même la province de Parion, qui est sous la domination des dieux, plus grand que, plus petit que ça suffit, Siporoi, plus grand que, interrompit Monsieur Omimudori. Plus petit que ce serait un blasphème pour de simples sujets comme nous de deviner les intentions du frère de Sa Majesté l'Empereur. Plus grand que, le mage semblait vouloir en dire plus, mais il remarqua mon regard, retira sa capuche sur son visage et partit sans un mot. Je suppose que même la nation des Weaselfolk avait ses propres drames. Bien que je n'avais aucune intention de semer le trouble en fourrant mon nez dans leurs affaires, je ne voulais surtout pas être surpris si quelque chose de grave arrivait, alors j'ai marqué le mage d'un marqueur, au cas où. Elle, veuillez excuser mon impolitesse. Non, ça va. Était-ce quelqu'un de votre compagnie? Lorsque Monsieur Omimudori revint, je décidai de poser quelques questions sur le mage. Ils avaient visiblement remarqué mon regard, et à ce moment-là, il leur paraîtrait probablement plus étrange de ne pas poser de questions. En effet, et lui? Oh, je n'avais jamais vu de mage belette. Je vois. Effectivement, nous, les hommes bêtes, sommes parfois trop dédaigneux envers la magie. Beaucoup d'hommes bêtes et d'hommes écailles, y compris mon trio de filles, avaient tendance à être physiquement plus forts que la plupart des humains. Il semblait courant chez les hommes bêtes qu'il était plus rapide de courir frapper quelqu'un que de rester planté là à Incanter de la magie. Au fait, avez-vous aimé essayer le golem piloté? Oui, c'était excellent. Sont-ils très courants dans l'Empire des Fouines? Piloter un robot était très satisfaisant. Peut-être devrais-je en fabriquer un moi-même un jour. Ils ont été développés il y a quelques décennies par Sa Majesté l'Empereur actuel, avant son intronisation. Ces petits golems sont destinés aux travaux légers, mais les modèles militaires sont environ 3 fois plus grands. Comme je le soupçonnais, ce golem n'était pas destiné à un usage militaire. Les modèles militaires semblaient avoir à peu près la même taille que ceux du royaume de Shiga. Nous pourrions difficilement importer des golems militaires dans une autre nation, bien sûr, ajouta Monsieur Omimudori. Souhaitez-vous en réserver un vous-même, sire chevalier? Il pourra être livré d'ici 1 an ou 2. Ils avaient déjà une dizaine de commandes de familles nobles particulièrement riches, m'informa-t-il. J'étais stupéfait qu'ils puissent acheter de telles choses, sachant qu'elles faisaient probablement paraître bon marché les épées magiques en comparaison. Il y avait plusieurs rangées de golems au-delà de l'endroit où Arisa pilotait joyeusement l'un d'eux. Monsieur Omimudori m'avait bien dit, lors de la garden party, que les cœurs de marionnettes nécessaires à la fabrication des golems se trouvaient dans le labyrinthe de l'île de Dejima. Ces golems étaient peut-être l'une des principales exportations de l'Empire des Fouines. Maître, avez-vous vu mon héroïsme? Oui, vous avez été très cool. Pendant que nous discutions de ces choses, Arisa revint de son essai. Nous avons ensuite retrouvé Mia et quitté Monsieur Omimudori. Maître, il y a plein de pâtisseries, monsieur. Des fruits secs délicieux aussi. Le poisson séché était délicieux aussi. Lorsque nous avons retrouvé le reste du groupe chez les marchands de la route du sucre, les filles bêtes étaient absorbées par leur amour du sucré et du salé. Maître, les accessoires étaient minuscules, doux et mignons, je vous assure. Ils vendaient aussi du sucre en poudre et du sucre cristallisé. Et ils disaient vendre du rhum au fût ou à la bouteille. Nana s'intéressait davantage aux accessoires, tandis que Lulu me parlait de leurs ingrédients. Faisons le plein de choses pendant qu'on en a l'occasion. Arisa et Mia, vous devriez voir si vous avez envie de quelque chose aussi. C'est amusant. Je suis intéressée par leurs livres, bien sûr, mais j'aimerais aussi jeter un œil aux tissus, aux teintures et autres. Arisa et Mia se dirigèrent avec empressement vers les rayons. Comme je prévoyais déjà d'acheter beaucoup pour compenser les dégâts causés par les sœurs de Nana et leur laisser un bon profit, j'ai acheté beaucoup de produits étrangers qui intéressaient les filles.
Après avoir fait de nombreuses emplettes, nous sommes allés à la société Eshigoya. Bon, on va parler affaires un peu. Vous pouvez tous faire encore quelques courses. J'ai distribué de l'argent de poche au reste du groupe avant de les laisser dans l'escalier bondé du magasin de la compagnie Eshigoya. Les 2 seules personnes qui m'accompagnaient étaient Arisa, la directrice de la planification, et Lulu, l'experte en cuisine. Seigneur chevalier, quel plaisir de vous voir. Une belle jeune fille aux cheveux argentés descendit l'escalier pour nous accueillir, Tifalisa, l'esclave de Kuro et la secrétaire générale de la comptabilité de la compagnie. Son visage calme et intelligent était charmant, comme toujours. Ce serait formidable si je pouvais la libérer rapidement de l'esclavage, mais comme c'était une esclave criminelle, il était impossible de rompre le contrat par les moyens habituels. Une grâce royale était nécessaire. Je verrai si je peux obtenir la grâce du roi la prochaine fois que je le verrai. J'ai consolidé l'enquête sur la collecte d'idées dont nous avons parlé la dernière fois, dit Arisa. Et Lulu a apporté une toute nouvelle recette à vous époustoufler. Lulu prépare une nouvelle recette? Oh là là, j'ai tellement hâte. Au 2e étage, une fille rousse en uniforme d'employé fit irruption dans la conversation. C'était Neru, avec sa touffe de cheveux caractéristique qui lui hérissait adorablement le sommet de la tête. Elle était toujours esclave pour la même raison que Tifalisa. Il faudrait que je me souvienne d'elle aussi, quand j'ai parlé au roi des grâces. Bonjour, mademoiselle Neru. Avez-vous été mutée à la capitale royale? Bien sûr, mademoiselle Eleuthérina m'a demandé de venir donner un coup de main pour toute cette histoire de café Frankfurt-Dora qu'ils font ici. Bien essayé, mais seule la première syllabe était correcte. Vous voulez dire, franchise? Neru avait apparemment été amené de Labyrinth City pour le projet de franchise de café proposé par Arisa. Neru, tu pourras leur parler plus tard. Sir Knight et compagnie doivent d'abord parler au gérant. Oups, je te dérange encore? Désolé, Tifa. À plus tard, Lulu. Sans attendre de réponse, Neru se remit joyeusement au travail. Cette fille était toujours pleine d'énergie. C'est bondé aujourd'hui, certainement. Y a-t-il une occasion spéciale, Madame Tifalisa? Eh bien, tous ceux qui fêtent leur majorité l'année prochaine réclament des accessoires pour aller avec leur tenue de soirée. La cérémonie de passage à l'âge adulte avait apparemment lieu le jour de l'an. Les décorations tape à l'œil étaient à la mode cette année, ce qui signifiait que les accessoires voyants fabriqués à Labyrinth City faisaient fureur. Toi aussi, tu vas bientôt devenir major, n'est-ce pas, Lulu? Oui, j'aurai 15 ans ce jour de l'an. Votre anniversaire tombe le jour de l'an? Votre anniversaire, monsieur? Demanda Lulu. Quelque chose clochait dans cette conversation. Maître, ils n'ont pas l'habitude de fêter votre naissance ici, expliqua Arisa, comprenant ma confusion. En général, tout le monde vieillit d'1 an le jour de l'an. Ah, je vois. C'est donc pour ça que l'anniversaire de personne n'est pas mentionné, alors que nous voyageons ensemble depuis presque 1 an. La plupart des gens ne fêtent leurs 7 ans qu'à leur majorité, et aussi à 15 ans. Je vois. Il faudra fêter la majorité de Lulu cette année, alors. Un magnifique kimono à manches longues était de mise. Il faudrait que je fasse appel à mes talents de métallurgiste pour fabriquer une épingle à cheveux suffisamment ornée pour égaler la beauté de Lulu. Tifalisa nous a également félicités, après quoi nous sommes allés dans un salon. Mon Dieu, c'est délicieux. Vraiment, lorsque la directrice Eleuthérina et Tifalisa goûtèrent l'anguille grillée à la sauce au miel de fourmi préparée par Lulu, elles l'approuvèrent. Mais cette douceur, ça doit être du sucre, non? Ne vous inquiétez pas, j'ai utilisé du miel de fourmi, qui est bien moins cher que le sucre. Pour l'instant, nous avions prévu de leur fournir un peu de l'énorme stock de miel de fourmi que nous avions acquis dans le labyrinthe. Du miel de fourmi? Mieux vaut ne pas en servir aux nobles, alors. J'ai préparé une recette sucrée pour la clientèle noble aussi. Génial, Madame Lulu. Vous êtes toujours préparée. De nombreux nobles du royaume de Shiga méprisaient les ingrédients provenant de monstres. Cela dit, nous avions d'abord développé la recette à base de sucre, puis l'avions adaptée avec ce miel de fourmi, et non l'inverse. Une fois le prix fixé, Lulu accepta de donner des instructions au chef d'Eshigoya pour la préparer immédiatement. Dame Lulu, un homme barbu en tenue de chef accourut. Oh là là, c'est vraiment vous. Mais bien sûr, vous ne vous en souvenez pas. Le chef cuisinier m'a demandé de vous aider au château du duc il y a quelque temps. Ah, je m'en souviens. Cela sembla raviver la mémoire de Lulu. L'homme raconta qu'en goûtant la nourriture au stand de rue de Labyrinth City, il avait immédiatement senti que c'était la recette de Lulu et s'était précipité à la compagnie Eshigoya pour demander un emploi. Rien n'est plus exaltant que d'apprendre auprès de l'élève personnel du chef miracle. Attendez, le premier à recevoir les leçons de Madame Maître Lulu sera son meilleur élève, Neru. La rousse Neru apparut en tablier. Comme le chef barbu, elle semblait vouloir étudier sous la direction de Lulu. HMPH, pouvez-vous vraiment vous considérer comme le meilleur élève de Madame Maître Lulu alors que vous êtes autodidacte, même dans les bases de la cuisine? Le surnom de Madame Maître Lulu semblait lui coller à la peau.
Mieux que élève personnel du chef miracle, je suppose. Bon, allons-y, Madame Maître Lulu. En effet, ce n'est pas le moment de se disputer. Madame Maître Lulu, allons vite à la cuisine. Nehru et l'homme barbu pressèrent Lulu de sortir. J'espère que ces deux-là ne vont pas s'emballer et stresser Madame Lulu. Je vais les accompagner, directeur. Vraiment? Merci. Si Tifalisa regardait, je me sentirais beaucoup mieux. En tout cas, je comprends qu'il adore Lulu en tant que élève personnel du chef miracle, mais pourquoi ne s'intéresserait-il pas davantage au chef miracle lui-même? Arisa haussa les sourcils. Je haussai les épaules. On ne s'est jamais rencontré en personne. Peut-être qu'il ne sait tout simplement pas qui je suis. La directrice, Eleuthérina, rit doucement, pensant peut-être la même chose qu'Arisa. Directrice, on a apporté les prototypes de sous-vêtements. Luna, la petite fille qui se promenait sur un golem de renard de pierre, entra dans la pièce. Elle semblait toujours aussi attachée à sa monture. Waouh, vous avez déjà fait des échantillons du soutien-gorge et de la culotte? C'est grâce au patron que vous nous avez donné, Arisa. Les échantillons étaient encore un peu bruts, mais identifiables néanmoins. Ils avaient utilisé un espace vide de la filature pour installer un atelier de couture et confectionner des sous-vêtements. Je n'étais pas venu visiter la société Eshigoya en tant que Kuro ces derniers jours, malgré notre présence dans la capitale royale. Il valait mieux que j'y aille bientôt. J'ai une idée pour un nouveau produit. Arisa leur montra les échantillons de bas et commença sa présentation. Rapidement, tout le monde accepta d'ajouter des bas à la gamme de produits de la société Eshigoya. Je leur présentais le résultat de ma nuit blanche, alchimie et sorts modifiés, recettes et un appareil magique pour coudre des bas. C'est un appareil magique assez inhabituel. On dit qu'il est dans le style des lalaki antiques. Arisa avait emprunté l'appareil magique, de la taille d'une machine à laver, à l'atelier de couture des elfes. J'utilisais ma compétence, déguisement, pour lui donner l'apparence d'un appareil lalaki d'antan. Êtes-vous sûr que cela ne vous dérange pas de nous prêter un objet aussi précieux? Oui, c'est bien. Nous avons acquis toutes sortes d'outils magiques lors de notre voyage sur la route du sucre, et celui-ci est un peu trop grand pour que nous puissions l'utiliser seuls. Je préférerais qu'il soit entre les mains de personnes qui sauront l'utiliser correctement. C'était une réponse un peu détournée, mais c'était pour dissimuler son origine, et c'est aussi pourquoi je l'avais fait passer pour une antiquité de l'Alaki. Même si je faisais confiance à la directrice Eleuthérina, je voulais m'assurer qu'aucun tiers n'en entende parler et n'aille embêter les elfes avec des appareils similaires. Après les discussions d'affaires, je suis passé à la demande de conseils plus personnels. Des précepteurs et des domestiques. Oui, j'aimerais engager un professeur pour apprendre les bonnes manières à mes enfants et quelques employés pour les tâches ménagères dans notre manoir royal. J'ai la liste qu'il vous faut. La directrice appela une des nobles employées de direction et l'envoya chercher un classeur jaune. C'est une liste de personnes employées comme domestiques au château du comté de l'Esso, dans des manoirs nobles, etc. Nous aurions aimé les embaucher nous-mêmes, mais je crains que ce soit un peu compliqué. Elle était probablement prudente à cause de la situation de filles comme Tifalisa et Nehru. La plupart d'entre elles occupaient actuellement des petits boulots, ou à la filature qui venait de rouvrir. Il n'y a pas de conditions particulières, si? Non, je m'en suis déjà assuré. La liste incluait leur lieu d'origine, leurs emplois les plus récents, et même un simple historique professionnel, leur éventuelle discrimination envers les demi-humains, etc. J'ai sélectionné environ 6 noms, j'ai fait passer un entretien à une domestique d'âge mûr, Tenmaria, pour devenir notre domestique principale, et je l'ai embauchée sur le champ pour qu'elle vienne travailler pour nous le lendemain. J'ai également recruté quelques candidates prometteuses pour l'enseignement et le jardinage. Au lieu d'engager un cocher exclusif, j'ai signé un contrat avec un membre de la guilde des cochers pour un mois environ, avec une calèche. J'ai envisagé d'utiliser une calèche du stockage et de fabriquer des golems à cheval avec le sort de magie de la terre, créer un serviteur de la terre, mais j'ai décidé que cela attirerait trop l'attention. Des monstres dans la capitale royale. En attendant le retour de Lulu, Madame la directrice en a parlé. J'avais aussi entendu des nobles en parler à la garden party. Oui, bien que cela n'ait pas été confirmé directement, on a signalé des sans-abri retrouvés morts dans un état lamentable dans la partie basse de la ville, et le torse d'un marchand Omra a été découvert dans les égouts. Il y avait aussi des rumeurs concernant une ombre monstrueuse attaquant des gens, des traces de rituels suspects trouvés dans des bâtiments abandonnés, etc. Il y a eu plusieurs incidents de résurrection de seigneurs démons et d'attaques de monstres ces 6 derniers mois environ, et des rumeurs comme celle-ci circulent souvent à cette période de l'année précédant une cérémonie de purification maléfique, mais s'ils trouvent des corps, c'est qu'il se trame quelque chose, a conclu Arisa. Elle m'a lancé un regard qui signifiait probablement « découvre ce qui se passe », mais comme lors de la garden party, je n'ai rien trouvé de suspect sur la carte. Il n'y avait aucune créature dangereuse comme les alligators géants qui vivaient dans les égouts de l'ancienne capitale, seulement des rats et des chauves-souris.
J'ai entendu dire que les gardes soupçonnent une créature ou une goule invoquée par un invocateur de monstres ou un nécromancien, une chimère créée par un alchimiste, ou peut-être un monstre apprivoisé qui s'est échappé. Un invocateur de monstres. Je me suis souvenu du mage belette que j'avais vu à la compagnie Sabé. Bien qu'il paraisse suspect, il était sans doute un peu exagéré de le soupçonner simplement parce qu'il utilisait la magie d'invocation. Cela ressemblait plutôt à l'œuvre d'un démon, mais ce n'était pas une option. Il y a beaucoup de prétendants. De façon assez troublante, certains gardes les plus peu scrupuleux semblaient parier sur l'identité des responsables des incidents. Au fait, c'est quoi une cérémonie de purification du mal? Tu n'en as jamais entendu parler, Arisa? C'est un rituel où l'on recueille tous les miasmes de la capitale royale et des environs dans des vases sacrés, puis les prêtresses des 7 temples purifient le tout en une seule fois, expliqua le directeur. Ça chasse les monstres des environs de la capitale, car ils n'aiment pas les endroits sans miasmes. Je venais d'en apprendre l'existence récemment, mais la cérémonie de purification du mal avait visiblement lieu 2 fois par an, utilisant des objets comme un saint Graal ou un calice sacré pour chasser magiquement les monstres de la capitale royale et de ses environs. Cette fois, ce serait avec le saint Graal de la famille royale et les saints calices des ducs, une version plus grande de la cérémonie qui n'avait lieu que tous les 6 ans et qu'on appelait parfois le grand nettoyage. Puisque cette cérémonie éliminait tous les monstres de la région, la capitale royale pouvait entretenir des champs agricoles bien plus vastes que la plupart des autres endroits. Le fait que la limite extérieure des terres agricoles soit entourée de poteaux de protection pour empêcher les monstres d'y revenir a probablement aidé. N'est-ce pas dangereux? J'aurais pensé que cela attirerait les monstres lorsqu'ils rassembleraient tout ce miasme. C'est parfaitement sûr. Les chevaliers et les chevaucheurs de Wyvern en patrouille seront en état d'alerte maximale, et le miasme s'évapore avant que les monstres n'approchent, il est donc rare que des monstres soient à la vue de la capitale royale. Le natif de la capitale royale semblait plutôt confiant quant à la sécurité de la cérémonie. Je t'ai eu. Merci pour l'explication, Madame Eleuthérina. Désolé d'avoir déraillé la conversation. Arisa revint au sujet initial en mentionnant la compagnie de Monsieur Omimudori. Ah oui, vous avez dit qu'un marchand belette avait été tué. Était-ce quelqu'un de la compagnie Sabé? Oui, c'est exact. Madame la directrice acquiesça, puis se tourna vers moi. Pourquoi, se pourrait-il que vous soyez en affaire avec la compagnie Sabé, sire chevalier? Je ne dirais pas ça. Je viens d'acheter des parchemins chez eux, répondis-je sincèrement. Pourquoi posez-vous cette question? Oh, c'est juste que la compagnie Sabé vend des produits interdits dans le royaume de Shiga. Je voulais m'assurer que vous n'en aviez pas acheté sans le savoir. Merci pour l'avertissement. Il fallait que je sois prudent, car il semblait proposer des produits de zone grise qui pouvaient être pris pour des articles illégaux. J'ai bien acheté le parchemin de Bonecraft, mais il n'avait pas l'air particulièrement dangereux, et je n'avais pas l'intention de le montrer à qui que ce soit. Espérons que tout se passerait bien. Mais si l'on sait qu'ils vendent des produits illégaux, pourquoi n'ont-ils pas été dénoncés aux autorités? Demanda Arisa. Parce que la compagnie Sabé a le soutien de puissants nobles. La loi les oblige seulement à limiter leurs transactions aux lieux privés. S'ils tentent d'aller plus loin, la compagnie sera disculpée. Cela ne concernait que les articles de zone grise comme la pierre de malédiction. S'ils vendaient des drogues hautement illégales comme des potions démoniaques ou des potions mortuaires, une preuve suffirait à leur attirer de sérieux ennuis. Juste à ce moment-là, Lulu et Nehru revinrent. Quelque chose à propos de la compagnie Sabé? Demanda Nehru. Juste qu'ils vendent des produits dangereux. Ah oui, je m'en doutais. Je vois toujours des gens louches entrer et sortir par l'entrée de service. Nehru ajouta qu'il y avait un délicieux stand de nourriture près de la compagnie Sabé. Les gens louches dont elle parlait étaient probablement membres de ce groupe occulte informel, le vent de la liberté. Il est encore un peu tôt pour rentrer, remarqua Arisa. Tu veux aller à la place de la Fontaine, tout près? Lulu proposa un endroit dont Nehru lui avait parlé. Ça avait l'air sympa, avec des artistes de rue, des caricaturistes et plein de stands de nourriture. Ah, regarde, ça doit être ici, non? Maître, destination en vue, je te signale. Nous n'avons pas mis longtemps à atteindre la place de la Fontaine. Notre calèche nous aurait emmenés jusqu'ici, mais comme ce n'était pas aussi amusant, nous sommes descendus un peu plus loin et avons marché ensemble. Gouah! Alors que nous flânions, un jeune homme a déboulé d'une ruelle en criant. Pour une raison inconnue, un corbeau lui a donné des coups de bec. Maudit sois-tu, bête aux plumes noires. Comment oses-tu faire du mal à notre ami? Quelques hommes qui semblaient être les amis du premier homme se sont précipités à sa poursuite. Leurs paroles semblaient courageuses, mais ils transpiraient à grosses gouttes et sifflaient si fort que je pensais qu'ils allaient s'effondrer à tout moment. Prie, on a capturé Monsieur Corbeau, monsieur. Tama et Pochi attrapèrent le corbeau et revinrent, sa victime à leur trousse. Mister, le jeune homme tenait ce qui semblait être une plume de corbeau. Il a dû essayer de l'arracher au corbeau et s'est fait attaquer en représailles.
Il a réclamé le corbeau, alors je le lui ai donné en échange de 2 pièces de cuivre, en récompense de la capture de Tamae Poshi. Il pourrait acheter des brochettes de viande ou autre chose plus tard. Camarades, nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de nos ambitions. En effet, nous allons pouvoir communier avec le Dieu des ténèbres. Je doute fort qu'il existe un Dieu qu'on puisse contacter avec une seule plume de corbeau. Notre rang au sein de la société secrète Vent de Liberté va sûrement monter. Cela valait la peine de combattre la bête aux plumes noires. Ce n'est pas vraiment une société secrète si on se promène en criant son nom en plein jour. Pas étonnant que le maître de guilde ait qualifié Vent de Liberté de groupe informel. Nous avons quitté les passionnés d'occultisme, encore perdus dans leur monde, et avons continué notre promenade. Ça sent le soba. Pas de galette à la viande, monsieur. Il y a aussi un chariot qui vend du filet de saumon grillé aux fleurs de cerisier. Les filles bêtes, gourmandes, furent immédiatement fascinées par les stands de nourriture. Nous décidâmes d'acheter quelques encas et de les déguster en marchant. Sakura, le chemin menant à la fontaine était bordé de cerisiers en fleurs. Il commence à bourgeonner ici et là. Passionnant. Il faudrait encore un certain temps avant qu'ils ne fleurissent, mais j'avais hâte de partager une fête avec tout le monde le moment venu. Il y a plus de monde que prévu, remarqua Lulu en regardant les passants affairés. Beaucoup de monde, Ake-Samiya. Eh bien, oui, une fontaine aussi grande attirera forcément beaucoup de visiteurs. Arisa désigna l'imposante fontaine au-dessus de la foule. La place de la fontaine vers laquelle nous nous dirigions était l'une des 8 grandes fontaines de la capitale royale, et c'était la plus populaire des zones fréquentées par les roturiers et les petits nobles. Chacune des fontaines du centre était sculptée en une statue différente. Les statues se déplaçaient à intervalles réguliers au son des cloches. Il serait peut-être intéressant d'aller voir les autres après cela. Bien sûr, il y avait des pickpockets et des agresseurs dans une foule pareille, mais les filles bêtes et moi les avons rapidement éliminés. J'ai augmenté le grossissement de mon radar à une 30aine de mètres afin de pouvoir facilement identifier les malfaiteurs dans la foule. Ouah, quelle nostalgie! Arisa poussa un cri de joie en voyant un artiste de rue bête qui utilisait une flûte pour contrôler un serpent dans un panier. Nostalgique? Y avait-il des artistes comme ça dans la ville natale d'Arisa? Trémoussez-vous, c'est monsieur Anguille Grillé, monsieur. Le serpent rappelait étrangement l'anguille grillée à Pochi. Nous venions de manger des encas au stand de nourriture. Visiblement, l'appétit de Pochi était sans limite. Je devrais peut-être préparer de l'anguille, ou plutôt des nagas, pour le dîner de ce soir. Alors que je commençais à réfléchir aux accompagnements, les voix excitées de mon groupe me parvinrent aux oreilles. Ça monte comme des ploufs, monsieur. Merveilleux. Restez en arrière, vous deux, ou vous allez tomber dans la fontaine. Ça me rappelle la magie de Mia, je vous assure. Je me demande s'ils ont une tradition de jeter une pièce de cuivre pour porter chance ici. Ne sois pas bête, Arisa. L'argent n'est pas un jouet. Les filles semblaient apprécier la vue de la fontaine. Il y en avait une au parc que nous avions visité quelques jours auparavant, mais je ne pouvais pas leur en vouloir, car celle-ci était bien plus grande. Elle est jolie, même si le petit jet d'eau est vraiment froid. Je parie qu'elles adoreraient quelque chose comme ça à Labyrinth City. Oui, vraiment. Mais comment ça marcherait, je me demande? L'eau est une ressource précieuse là-bas. On pourrait simplement la vaporiser à des heures précises et y puiser de l'eau autrement. Si on en construisait une sur la place devant la Guilde Ouest, ce serait un bon point de vue et une aire de repos pour les explorateurs. Satu, Mia tira sur ma manche. Je regardais dans sa direction et vis plusieurs calèches arrêtées de l'autre côté de la fontaine, dont une particulièrement élégante. Regardant par la fenêtre de la calèche la plus élégante, Athéna, la protectrice des Sakura aux cheveux roses que nous avions rencontrée au pied du Sakura royal, regardait par la fenêtre. La princesse Sistina, à lunettes, et ses 2 dames d'honneur étaient également à l'intérieur. Elles devaient être là pour admirer la fontaine ensemble. 6 gardes à cheval protégeaient la calèche. Elles portaient toutes des armures brillantes, dignes des gardes du corps d'une princesse. Juste à ce moment, les cloches qui marquaient le temps dans toute la capitale royale se mirent à sonner. Waouh, incroyable. Regarde, Arisa. Maître aussi, c'est magnifique. Lulu capta mon attention d'une voix une octave plus aiguë que d'habitude, et je fermai la fenêtre d'information détaillée qui me bloquait la vue. Oh, mon regard se fixa immédiatement sur le spectacle qui s'offrait à moi. Je ne sais pas si c'était de la magie de l'eau, de la magie pratique ou autre chose, mais l'eau tout autour de la fontaine se mit à flotter, défiant la gravité, formant des anneaux dans l'air. Puis la fontaine elle-même jaillit à travers les anneaux. Les cercles d'eau s'élevèrent plus haut avec le jet de la fontaine, puis se désintégrèrent en un arc-en-ciel d'étincelles. Quelques instants plus tard, les buses sous la surface commencèrent à projeter davantage d'eau dans la lumière arc-en-ciel, formant des arches qui s'épanouissaient autour de la fontaine. Le jet tombant prit la forme de pétales, dansant dans l'air au-dessus de la place comme une tempête de cerisiers en fleurs. Les statues de pierre en dessous dansaient avec des mouvements comiques.
Quel spectacle fantastique! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des composants magiques en plus des mouvements mécaniques. Tenant toujours ma manche, Lulu contempla la scène avec un émerveillement silencieux. Le reste du groupe était tout aussi fasciné, regardant l'eau changer de forme et de couleur comme si leur cœur avait été volé. D'accord, Mia et Pochi. Je comprends ce que tu ressens, mais tu ne devrais pas rester bouche bée. J'ai tendu la main et j'ai doucement fermé la bouche du couple.